Eh bien, bonjour et merci infiniment de suivre cette démonstration, enfin là plus exactement une formation, puisque je me suis fixé comme objectif sur cette vidéo de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la comptabilité générale française. Alors, sur Solo, on va évidemment adosser cette démonstration et cette formation à Solo. J'ai un module comptabilité qui est un module un petit peu, je dirais, indépendant, hein. Il pourrait carrément tenir tout seul dans un logiciel, qui permet de tenir sa comptabilité générale. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui connaissent pas grand-chose au rouage de la compta, et je vais essayer de démystifier un petit peu cette notion de comptabilité générale. Alors, comment ça fonctionne la comptabilité dans les entreprises françaises, sachant que ça n'évolue pas beaucoup, puisque grosso modo, nous sommes encore sur un fonctionnement qui date de 1982. Il y a d'abord un aspect paramétrage. Il y a plusieurs choses à paramétrer en amont. Primo, l'exercice. On saisit les écritures en principe sur un exercice d'une année. Il est par convention en France bien souvent que le début de l'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 janvier de l'année. On peut avoir évidemment, on commence toujours un début de mois, on peut avoir des exercices qui commencent le 1er mars, le 1er septembre, le 1er juin. Mais enfin, c'est vrai que 90% des entreprises françaises clôturent le 31-12 pour avoir ouvert leur exercice le 1er janvier. Le premier exercice que vous allez effectuer lors de la création de votre entreprise peut être plus long. Vous pouvez commencer à créer en juin par exemple et avoir un exercice qui va durer 1 an et demi. Donc de toute façon, dans votre logiciel, il faut paramétrer les dates d'exercice et évidemment ici le nom qu'on donne à l'exercice. Moi j'ai pris le millésime, à savoir l'année. Ensuite, une écriture comptable, on va voir, se compose de 4 ou 5 éléments qui sont toujours les mêmes. En premier lieu, il y a aussi les journaux. Alors pardon, je vais commencer par les journaux. On va enregistrer nos écritures dans des journaux. Quand on achète, ça sera un journal d'achat. Alors on peut l'appeler AC, on peut l'appeler HA pour faire un petit jeu de mots. Quand on vend, ça sera plutôt dans le journal de vente. Quand on saisit un règlement ou qu'on paye quelque chose, eh bien ce sera dans le journal banque. On pourrait avoir plusieurs journaux banques, plusieurs journaux achats, etc. Les à nouveau sont les écritures qui proviennent des années précédentes. On a les OD de salaire, les OD tout court, etc. Donc on peut créer évidemment des journaux. Là, je vous ai aussi en standard, évidemment, installé les journaux qu'on utilise très régulièrement pour démarrer. Et puis, une écriture se saisit systématiquement aussi dans des comptes. Alors, les comptes fonctionnent en fait de la façon suivante. Là, je vous ai mis le plan comptable 82 standard. C'est celui qu'on trouve quand on va en librairie chercher un plan comptable. Et en fait, ça fonctionne par classe, un plan comptable. C'est-à-dire que pour pas que les comptes s'éparpillent un peu n'importe comment, souvent le premier ou les deux ou les trois premiers chiffres sont assez conventionnels, c'est-à-dire qu'ils répondent à une logique. Par exemple, on va commencer par les comptes de classe 6 et les comptes de classe 7 parce que c'est les plus simples et c'est celles qui nous donnent notre résultat. Les comptes de classe 6 sont des comptes dans lesquels vous allez enregistrer vos achats, vos dépenses, quelles qu'elles soient. Que ce soit un achat de sous-traitant, de matériel, d'équipement, si vous voulez une gomme et un crayon, ça va être dans un compte de classe 6, les salaires, les loyers, tout ce que vous dépensez va être saisi dans un compte de classe 6 et va être saisi hors taxe. Nous y reviendrons bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on trouve des locations immobilières, on trouve de la maintenance, on trouve des primes d'assurance, on trouve des commissions, du transport, etc. Des réceptions, quand vous faites des restaurants, des frais postaux, voilà. Donc les comptes de classe 6, qui commencent par 6, sont des comptes de charge. Et puis derrière, les deux ou trois, ou les deux chiffres qui suivent le numéro 6 permettent de regrouper un petit peu. Si je peux regarder tout ce qui commence par 60, en fait, c'est tout ce qui concerne les achats purs et durs. Voilà. Après, les OD de salaire, enfin les salaires, ça va être dans les comptes 4 de mémoire, voilà, 64. Vous voyez, 64, c'est charges de personnel, rémunération du personnel, salaire appointement, congé payé, etc. Donc en fait, après, par convention, toujours pareil, on a reclassé les comptes dans des familles, donc on appelle ça la classe, la première, et puis après des familles. Et on peut évidemment créer des comptes. Si vous voulez, par exemple, pour prendre un exemple très très simple, j'ai des achats ici, compte 60, eh bien je pourrais très bien avoir un 60-001 pour les achats, je sais pas moi, français, par exemple, que je fais en France, et puis 60-002 pour les achats que je fais à l'étranger. Ça dépend de votre activité, ça dépend des accords que vous passez, enfin des accords, des conseils que peut vous donner votre expert comptable en la matière, parce qu'après on va regrouper les opérations qui sont faites sur un compte, et donc il est important de réfléchir un petit peu en amont de cette classification.
sachant qu'en principe une écriture saisie dans un compte ne peut plus être modifiée sans être contrepassée, donc c'est assez compliqué. Il y a un peu plus de souplesse dans les logiciels de compta qu'on utilise, et en particulier sur Solo. Enfin, ceci dit, c'est bien de penser un petit peu avant à la structure des comptes. Alors je vais prendre tout de suite derrière les comptes de classe 7 qui sont assez symétriques, puisque les comptes de classe 7, ce sont toutes les ventes, cette fois-ci, tous les produits que vous réalisez. On appelle ça des produits, c'est-à-dire ce que vous vendez, ce qui fait rentrer de l'argent dans l'entreprise. Donc ce sont des ventes de produits, de matières premières, de marchandises. Vous pouvez évidemment louer des choses, facturer des commissions. On voit un petit peu là ce qu'il y a dans... Donc encore une fois, ça c'est le plan comptable qui est livré avec Solo, c'est le plan comptable 82 d'origine. Des immobilisations quand vous vendez du matériel que vous aviez acheté. On reparlera des immobilisations, ce sont des... On va en parler tout de suite derrière. Des boni-mali, des frais financiers. Des frais financiers, quand vous dépensez, c'est des comptes de classe 6. Quand par miracle, la banque vous reverse des sous, sur des intérêts créditeurs par exemple, et ben, ça sera des comptes de classe 7. Donc des produits, des ressources. Hein. Les comptes de classe 4, c'est tous les tiers. Alors il y a 40, vous voyez, c'est les fournisseurs, et 41, ce sont les clients. Alors, quand je livre Solo, ou tout logiciel que vous achetez hein, d'ailleurs, 41, on a 41 ou 410, ça dépend, pour client. Si j'ai un client, je peux tout saisir, quelles que soient les factures, dans mon compte client, mais ça va être un peu la panique pour savoir qui me doit quoi, puisque je vais avoir tout centralisé dans le même compte. Donc il est évidemment d'usage de créer un compte par client, 41 CLI 1 par exemple, je dis n'importe quoi, et puis là, ça va être le CLI 1. Si vous avez 41 je sais pas moi, SNCF, vous travaillez avec la SNCF, bon, il est d'usage aussi de mettre un truc mémotechnique, un code mémotechnique derrière le 41. Vous pourriez faire 41 001, 002, 003. C'est vrai que c'est mieux quand même, puisqu'on peut le faire aujourd'hui, d'avoir des comptes alphanumériques. La racine, elle, encore une fois, étant assez stricte. Hein. Vous ne pouvez pas mettre un compte de client dans un compte de classe 2, c'est-à-dire qu'il commencerait par 2. 41, ce sont les clients. 40, ce sont les fournisseurs. Même système. Donc on a différents types de fournisseurs comme on a différents types de clients. Et puis évidemment, vous pouvez rajouter vos comptes clients et fournisseurs à la volée comme ça. Les comptes de classe 1 sont les comptes de capitaux. Alors quand on commence une entreprise, il y a souvent le capital converse, c'est déjà une bonne chose. Et puis quand on est non salarié, le compte qu'on utilise beaucoup, c'est le compte 108, je vous le fais voir, c'est le compte de l'exploitant. Chaque fois que vous donnez de l'argent ou que vous en reprêtez à votre société, c'est le compte 108 par lequel on passe. J'entends par là tout ce qui est profession libérale, essentiellement, entreprise individuelle, bref, tous ceux qui ne sont pas salariés, puisque dans le compte salarié, on va passer par les comptes de classe 4. Les comptes de classe 2, ce sont les IMO. Tous les achats, par exemple, que vous faites qui sont au-dessus de 500 euros hors taxe sont en principe saisis non pas dans un compte de classe 6, mais dans un compte de classe 2. Alors pourquoi? Parce que dans le compte de classe 6, on va saisir ce qu'on appelle l'amortissement. Quand vous achetez un ordinateur à 1000 euros, le législateur considère que votre achat ne va pas peser sur une seule année comptable, mais peut-être sur 3 ans. Donc on va amortir par exemple ces 1000 euros, on va prendre 900 pour que ce soit plus simple, en 300, 300 et 300. 300 le premier exercice, 300 le deuxième, 300 le troisième. Et puis en réalité, au bout de 3 ans, votre ordinateur, comptablement, ne vaut plus rien dans votre entreprise. Donc on va enregistrer cet achat dans un compte de classe 2, et puis tous les ans, on va ce qu'on appelle faire une dotation aux amortissements, c'est-à-dire dire, eh ben, cet ordinateur, cette année, il pèse sur mon résultat, sur ma rentabilité, à concurrence d'un tiers. Et ça pendant 3 ans. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une donnée très simple en compta, vous allez voir qu'en réalité c'est très simple la compta, hein. C'est que notre résultat, c'est tout simplement, notre résultat, ce qu'on a fait comme bénéfice, c'est tout simplement la somme de tous les comptes de classe 6, moins, enfin plutôt tous les comptes, toutes les sommes enregistrées dans les comptes de classe 7, qui sont les produits, moins toutes les sommes enregistrées dans les comptes de classe 6. Tout simplement tous mes achats, moins toutes mes dépenses. Et ça nous donne notre compte de résultat, ça nous donne exactement combien on a gagné. Et puis, autour de ça, on va ventiler les écritures en face de fournisseurs, de clients, de banques, etc. Alors, compte de classe 3, on voit que c'est les stocks. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, très clairement. Et puis, il y a aussi 2 autres classes, 8 et 9, qui sont sur des activités un peu plus particulières. On va se contenter quand même sur cette présentation, formation, de rester dans le simple pour que vous essayiez de comprendre un petit peu comment fonctionne la comptabilité générale. Donc en termes de paramétrage, c'est à peu près tout. Il y a les codes analytiques, mais on va les voir dans un second temps si vous permettez, puisque là j'ai déjà de quoi saisir ma comptabilité générale, mais réellement, je veux dire par là, de façon totalement légale et complète.
Alors, saisie d'écriture. Lorsque je saisis une écriture comptable, il faut que je respecte ce qu'on appelle la partie double. J'y viens tout de suite. Imaginons que je fasse un restaurant. Eh bien, je vais choisir mon journal. Comme je vais payer comptant mon restaurant, je vais l'enregistrer dans ma banque, puisque je vais faire un chèque. Et le 2 du mois de janvier, par exemple, j'ai donc, primo, je choisis mon journal. Ensuite, je choisis à quelle date. Ensuite, je choisis mon numéro de compte. Alors, c'est là qu'il y a un... Je vais payer avec ma carte bleue, par exemple. Donc là, je vais créditer ma banque. On va y revenir. Donc, en principe, on saisit d'abord le débit. Donc le débit, là, ça va être mon restaurant. Donc, c'est une charge. Et on l'a vu tout à l'heure, rapidement, c'est une charge de réception. Je les connais absolument pas par cœur. Faut que je trouve. Alors, déplacement, frais, réception. D'accord? Donc là, je mets mon numéro de compte, 6257, et puis je vais marquer invitation, client X, et j'ai dépensé 85 euros. Là, j'ai le numéro de pièce, on en reparlera, c'est le numéro de facture par exemple, le compte analytique. Pour l'instant, je ne m'en sers pas. Lettrage, rapprochement ligne, on verra ça plus tard. Voilà. Donc là, j'ai saisi 85 euros au débit. Au débit, c'est-à-dire la dépense. Maintenant, il faut que je fasse une contrepartie, c'est-à-dire qu'il faut que j'équilibre mon écriture. En face de ce compte de 62,57 qui est mon compte donc de charge, je vais enregistrer que j'ai dépensé 85 euros, voilà, le 2 janvier. Je vais saisir mon compte banque, 512. Les comptes de classe 5, on n'avait pas vu, ce sont les comptes financiers. Et là, je vais équilibrer mon écriture. 85 euros. Je ne fais pas intervenir la TVA pour l'instant pour faire simple. Et bien voilà, là j'ai une écriture comptable dans le journal de banque, saisie le 1er janvier, qui va me matérialiser que j'ai dépensé 85 euros et que j'ai crédité ma banque. Alors c'est là, c'est l'inverse de votre compte courant de chèque. En comptabilité générale, quand on crédite sa banque, ça veut dire qu'on retire de l'argent, qu'on paye. Alors que quand on la débite, c'est le seul truc un peu particulier, je trouve, depuis le début. Quand on débite sa banque, ça veut dire qu'on met de l'argent dessus. Voilà. Donc en fait, là, on a mis 85 euros, on les a mis en charge. Et puis les 85 euros en face, on les a sortis du compte en banque. Je vais valider cette écriture. Voilà, j'ai saisi ma première écriture. Alors, saisissons une écriture comptable d'une vente. Par exemple, d'une facture de 100 euros hors taxe, 119,60 euros TTC. Journal, comme je fais une vente, je l'enregistre dans le journal vente. Si mon client payait comptant, je gérerais dans le journal banque, je vous expliquerai plus tard, mais pour l'instant, on considérait que notre client ne va pas nous payer tout de suite. En date du 5-1, par exemple, j'ai établi une facture, donc là je vais chercher mon client. Donc comme on a dit qu'on ne centralisait pas tout dans le même compte, je vais chercher le bon client. Et puis, donc il faut que vos comptes existent en amont, hein, bien sûr. Et puis là, j'ai facture 1, 2, 3, 4, par exemple, c'est du matos. D'accord? Et un montant de 119,60 euros. Alors, pourquoi je mets le montant TTC au débit? Alors déjà, pourquoi je mets au débit? On va le voir tout de suite derrière. C'est toujours un petit peu le souci, il faut le reconnaître, de savoir est-ce que ça va au débit ou au crédit. Je vais vous donner un moyen mémotechnique pour vous en souvenir, enfin pour essayer à chaque fois d'arbitrer ce problème-là. Ceci dit, pourquoi je mets le montant TTC? Ça, c'est une évidence, puisque mon client, il est représenté, il est symbolisé par ce numéro de compte, 41 clients, eh bien, il me doit le TTC, lui, quoi qu'il arrive. D'accord? Ensuite, donc je valide. Ensuite, en deuxième, il faut que mon écriture soit équilibrée. C'est une règle d'or, ça. Donc ça veut dire qu'en face, il faut que je mette un compte de classe 7. Pourquoi? Je fais une vente là. Donc je fais une vente de produits finis, par exemple. Donc je vais dire que j'ai fait 100 euros de chiffre d'affaires. 100 euros hors taxe, bien évidemment, puisque les 19,60 euros de TVA, il va falloir que je les redonne à la direction générale des impôts. Puisque là, on va collecter pour le compte de l'État la TVA. Et donc, pour enregistrer ces 19,60 €, puisque là, on voit que mon écriture n'est pas équilibrée, vous ne pouvez pas valider une écriture en compta qui ne soit pas équilibrée. C'est très important, ça. Et donc, il nous manque un compte, effectivement, c'est le 44 566. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Les comptes de TVA, il faut les connaître un peu. Vous pouvez évidemment avoir sous les yeux votre petit plan comptable pour chercher à l'intérieur dans quel compte vous allez mettre vos différentes écritures. Là, il s'agit bien d'une TVA collectée, 44 571.
Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, on la collecte pour le compte de l'État. 19,60 €, je valide, et là cette fois-ci, mon écriture, je vais pouvoir la valider puisqu'elle est équilibrée. Donc si je reviens, le 119,60 €, c'est ce que me devra mon client. 70, c'est le chiffre d'affaires que j'ai 100, pardon, c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait dans un compte de classe 7. Et ma TVA, 44,71, je la collecte dans un compte pour savoir à un moment donné la solder et la redonner à l'État. Comment, ce petit moyen mémotechnique, je vous donne tout de suite pourquoi je l'ai mis dans ce sens-là, cette écriture. Eh bien, quand votre client va vous payer, vous allez équilibrer l'écriture, c'est-à-dire vous allez mettre les 119,60 au crédit, pour qu'ils ne vous doivent plus rien. D'accord? Et en face de ces 119,60 €, vous allez mettre votre banque. Et ça, vous allez mettre de l'argent sur votre compte en banque. Et on a dit tout à l'heure que paradoxalement, quand on met de l'argent sur la banque, c'est du débit. Et quand on le retire, quand on paye, c'est du crédit. On retient juste ça. Quand je paye, c'est du crédit. Quand je gagne de l'argent, c'est du débit. Et on fait l'opération inverse. C'est-à-dire que je dis, bon, mon client va me payer, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais débiter ma banque. Si je débite ma banque, ça veut dire que je vais créditer mon client. Donc, il faut qu'il soit d'abord débiteur, puisque on va le voir, hein, quand je vais équilibrer mon compte, eh bien mon opération va se faire dans l'autre sens. Ce qui était au débit va passer au crédit pour équilibrer mon compte 41 CLI 1 et matérialiser le fait qu'il ne me doit plus rien, et je vais payer, je vais encaisser sur ma banque les 119,60 €. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, je valide cette écriture. Alors maintenant, eh imaginons que mon client me paye. Donc, il me paye, on fait intervenir le compte de banque, donc inévitablement j'en ai le banque. Ça c'est pas bien compliqué. On avait fait une facture le 5, on va dire qu'il nous a payé par exemple à la fin du mois, 31/1, il nous a envoyé son chèque. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien là on va débiter la banque du montant TTC, règlement de la facture 1, 2, 3, 4. D'ailleurs tout à l'heure je crois que j'ai oublié de mettre le numéro de pièce. Ici c'est justement à ça que ça sert, on met le numéro de facture reçue ou émise pour pouvoir retrouver un petit peu après lors du lettrage, on va en parler. Là, je mets 119. Alors, il a très bien pu me faire un acompte. Imaginons qu'il m'ait réglé 50 € d'acompte. Eh bien, ici, en banque, pour équilibrer ça, je prends mon compte client et je mets 50 €. Je valide et voilà, j'ai enregistré mon acompte. D'accord? Alors, on peut déjà se rendre compte de plusieurs choses. Quand je vais revenir sur ma compta, à l'ouverture, Solo va vous calculer plusieurs choses, entre autres la trésor et votre résultat. Au mois de janvier, vous avez fait 100 € de chiffre d'affaires, vous avez eu 85 € de restaurant de charge, peu importe. Résultat, votre résultat pour l'instant il est de 15 €. Voilà. Votre résultat comptable est de 15 €. Et puis là on a la trésorerie, il y a un client visiblement qui vous doit 69,60 € et vous êtes débiteur de 35 € à la banque. Pourquoi? Parce que bah oui, on a démarré avec un compte banque à 0. Donc comme on n'a fait que payer pour l'instant, et que on a payé 85 et on a rentré 50 €, eh bien évidemment, on est débiteur pour l'instant de 35 € sur notre banque. Alors c'est pareil, on est débiteur. On est créditeur comptablement, mais évidemment quand on parle de son compte en banque, on dit toujours je suis au débit de 35 €. C'est toujours un peu le truc un peu compliqué, un peu le sac de nœuds, cette histoire de débit-crédit, entre ce qui existe sur notre compte en banque courant, à la banque, et puis ce qui existe comptablement, débit-crédit. Vous trouverez sans doute des explications plus claires que celles que je suis en train de vous donner à droite ou à gauche. Je n'ai retenu que ça, moi, c'est que c'est l'inverse, tout simplement. Je crédite ma banque, c'est une dépense. Je la débite, c'est une rentrée d'argent. Alors, croyez-moi si vous voulez, mais si vous avez compris tout ce que je viens de raconter jusqu'à présent, eh bien, vous avez tout compris à la comptabilité générale, parce que ça se limite à peu près à ça. Alors, il est évident que, en fonction de votre connaissance de la compta, vous pouvez tenir votre comptabilité. On va voir dans une autre vidéo que Solo peut vous aider évidemment à automatiser et la saisie des écritures sans passer par le module de saisie d'écriture lui-même. On pourrait aussi créer des modèles d'écriture pour se simplifier un petit peu la vie et ne pas avoir systématiquement à rechoisir le bon compte avec le bon montant pour que les calculs se fassent un peu plus automatiquement. Mais honnêtement, là je vous ai
clairement expliquer les rouages, hein, le fonctionnement de la compta. On peut aller un peu plus loin. Imaginons que maintenant un fournisseur me fasse une facture. Donc là, je vais aller dans le journal achat, en date du, par exemple, 14/1. Je choisis un compte de fournisseur. Alors pour l'instant, j'en ai pas, donc on va prendre fournisseur divers, par exemple. J'ai acheté achat, je sais pas, moi, ramet de papier, par exemple. Donc là, le fournisseur, je le crédite. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité, hein. Donc imaginons que c'est pareil. J'achète pour 100 € hors taxe de ramettes de papier. Je vais choisir mon compte de charge. Alors ça va être quoi ça? Ça va être du produit d'entretien, du fourniture de bureau. Voilà, hein, fourniture de bureau pour 100 €. Et puis ma TVA. Alors cette fois-ci c'est la TVA déductible de 19,60 €. Voilà. Le fournisseur m'a donné son numéro de facture, c'est là, voilà, par exemple. Et je valide mon écriture. Je décide de payer mon fournisseur. Alors, si je l'avais payé au comptant, il n'y avait aucun intérêt de passer par le journal achat. Pourquoi? Parce que le même jour, je vais créditer mon compte fournisseur et le débiter puisque je vais le payer. Et donc il va se retrouver à zéro. Je m'explique. On a vu là dans l'accueil que mon client là me devait 69,60 € puisqu'il m'a fait un acompte de 50. Si je décide de payer dans la foulée mon fournisseur, on l'a vu tout à l'heure dans la note de restaurant, il n'y a aucun intérêt de faire intervenir le compte de classe 4, puisqu'il va être au crédit et au débit dans le même coup, donc se retrouver à zéro, et donc à ce moment-là, on saisit directement dans la banque. Bon, là, j'ai décidé de ne pas payer mon fournisseur tout de suite, et puis donc un peu plus tard, dans le journal banque cette fois-ci, je vais payer mon fournisseur. C'était fournisseur divers, paiement Ramet, et je vais le payer. Eh ben, tiens, on va faire un acompte aussi, 60 €. Et donc là, ma banque, je vais la créditer puisque je dépense de l'argent de 60 € et je valide. Donc si je retourne maintenant dans accueil, eh bien je vois que j'ai un fournisseur à qui je dois 59,60 €, un client qui me doit 69,60 €, et ma banque ça va de moins en moins bien puisque j'ai redépensé 60 € de plus. Donc évidemment je suis à découvert pour l'instant de 95 €. Donc imaginons que je veuille mettre un peu d'argent sur mon compte à titre perso. Alors ça peut être par le compte, par le biais des comptes courants associés. Imaginons que je fasse en banque, que je sois le 1, j'ai alimenté mon compte en banque pour démarrer. Donc si je l'ai alimenté, ça veut dire que je l'ai débité. On est d'accord. Donc imaginons que je vais mettre un petit apport personnel. Et puis j'ai mis par exemple 500 € sur mon compte en banque à titre perso. Et puis là, je prends le compte 108, le compte de l'exploitant, puisque c'est sorti de ma poche. Hop. Voilà. Je valide. Et quand je retourne sur la banque, quand je retourne sur l'accueil, je vois cette fois-ci que ma banque, elle va un peu mieux, puisque j'ai 405 € de crédit. Alors sur ce formulaire-là, j'ai ma trésor latente, qui est 415 là en bas. Puisque si tous mes clients me payent, si je paye tous mes fournisseurs et plus mon solde en banque, ça me donne 415 €. Pour l'instant, j'ai 415 € de trésorerie latente. Et puis là, j'ai toujours pareil, mon résultat, mois par mois, si j'avais saisi mes écritures au mois le mois, je verrais ce résultat cumulé mois par mois. Et puis, évidemment, en bas, le cumul final de mon année. Donc, je vois progresser comme ça mon chiffre d'affaires et mon résultat. Alors, ce qui centralise tout ça en compta s'appelle le grand livre. Ici, je retrouve toutes mes écritures. D'accord ? Donc ces écritures-là, elles sont saisies par mouvement. Là, c'est les écritures que j'ai saisies l'une après l'autre. Voilà. Je peux interroger un compte, je peux interroger un mois, je peux interroger, retrouver mes écritures, etc. J'aurais pu mettre un commentaire sur les écritures également. Et puis ensuite, on a aussi évidemment la balance. La balance, c'est la centralisation de tous les comptes, cumul débit, cumul crédit. Donc je vais retrouver par exemple mon compte de l'exploitant ici, à qui on doit 500 €. Puisque pour l'instant je les ai mis de ma poche. Le compte fournisseur 60, 119, 60, et ben on voit qu'il est créditeur de 59,60, ça veut dire qu'il y a les fournisseurs à qui je dois 59,60 €.
Mon compte client, c'est l'inverse, lui je lui dois encore 69,60 €. Si mon compte client était à 0, d'abord il sortirait plus sur ma balance, puisqu'il n'a plus aucune raison d'être là, puisqu'il est équilibré, et ça veut dire que je ne lui dois plus rien. Et puis là, j'ai mes cumuls de TVA collectés, mes cumuls de TVA déductibles, mon compte en banque pour l'instant qui est à 405. Mes charges, là je vois que j'ai deux charges différentes, hein. Donc on l'a vu, hein, on peut saisir évidemment nos charges et nos produits, nos ventes dans des numéros de compte différents pour savoir un petit peu ce qu'il en est par rubrique, hein, finalement, puisque tout ça, ça va se cumuler au fil des mois pour avoir un total débit, un total des crédits et un solde pour savoir ce qu'on a dépensé dans tel ou tel poste ou ce qu'on a facturé sur tel ou tel poste. Et puis tout ça s'édite, évidemment. Là, je peux éditer mon journal. Mon journal, c'est mes saisies d'écriture. Je peux éditer ma balance. Et puis exporter mon grand livre et ma balance vers Excel par exemple pour les donner à mon expert comptable. Solo, on va le voir hein, dans une autre vidéo ce qu'est capable de faire Solo, mais en l'occurrence Solo permet de saisir, de tenir sa comptabilité, mais n'édite pas une liasse fiscale, un bilan de fin d'année. C'est votre expert comptable qui le fera, puisque à mon sens, il n'y a que lui qui soit capable de le faire, puisque lui va passer ce qu'on appelle des écritures de fin d'année, des écritures de régularisation liées à vos dotations par exemple, on en a parlé un petit peu des IMO, les OD de salaire, etc. C'est très compliqué, il faut être du métier honnêtement. Et là, autant vous pouvez tenir votre compta, c'est clair, parce que ça, comme vous l'avez vu, ça ne requiert pas quand même énormément de compétences techniques, il ne faut pas avoir fait 5 ans d'études pour bien comprendre ça. En revanche, le bilan, c'est une autre affaire, et là, il faut vraiment réserver cette fonction-là à votre expert comptable, puisque lui seul va vraiment pouvoir vous sortir une liasse fiscale qui soit la plus juste possible et qui soit en tout cas que vous pourrez donc envoyer les yeux fermés aux impôts. Alors, on pourrait parler de deux autres modules qui reviennent régulièrement et qui existent dans Solo, c'est le lettrage des comptes et le rapprochement bancaire. Alors, on va commencer par le lettrage, mais alors ce qu'il faudrait, c'est que je solde un compte au moins. Par exemple, notre compte client là, qui nous doit 69,60. On va considérer, enfin on va saisir qu'il nous a en banque, bien sûr, toujours pareil. Il nous a envoyé le 2-2. Il nous a envoyé un petit peu d'argent, donc au débit de notre banque. Solde facture. D'ailleurs, pour s'en rappeler, on peut mettre aussi ici. On va le débiter de, donc c'était 69, je sais plus combien. 69,60. Voilà. Et puis notre fameux 41 CLI, il est où? Il est là. On va le solder. Donc on peut double-cliquer hein, sur le montant et le solder. On peut calculer de la TVA aussi. Il y a quelques petites manips hein, pour vous éviter de sortir la calculette pour calculer de la TVA. Et puis là, je vais le valider. Et donc on va... Ah, c'est pas équilibré. Pourquoi? Ah, parce que je ne l'ai pas validé ici. Je valide. Alors, parlons lettrage. Le lettrage, ça consiste à rapprocher, lettrer, les écritures de règlement en face des factures. Et alors, on va prendre ce cas concret du 41 CLI. Là, j'ai tous les comptes de classe 4 qui ne sont pas lettrés. Et là, vous voyez qu'on a fait une vente où on a débité le compte du client de 119,60 et puis là, il m'a payé en 2 fois. Et donc là, maintenant, je peux lettrer en fait. C'est-à-dire que je peux dire, ben ça, c'est lettrage numéro 1 et ça, c'est le même. Voilà, de façon à, lorsque l'on va clôturer l'exercice, ça devient un petit peu technique, excusez-moi, on ne va pas passer ces écritures, puisque ces écritures s'annulent en fait. Elles me soldent, à un moment donné, elles me soldent mon compte de client ou de fournisseur d'ailleurs. Si je vais sur mon compte de fournisseur, je ne peux pas encore le lettrer, parce que pour l'instant j'ai 119,60, et puis j'ai pas le règlement intégral encore de cette facture, donc je ne peux pas le lettrer. Et le lettrage des comptes consiste justement à bien pointer ce qu'on a payé aux clients, ce qu'on a payé aux fournisseurs ou reçu de nos clients en regard des factures. Le rapprochement bancaire, c'est un peu la même chose. C'est de rapprocher les écritures qui sont sur votre relevé de compte physique que vous recevez de votre banque et ce qu'on a saisi en compta. Donc en compta, on a vu qu'on avait saisi 500 € d'apport sur le compte, on a dépensé de l'argent au restaurant, on a acheté des ramettes de papier, on a eu un règlement de 50 € puis de 69,60 €. Tout ça, ça apparaît sur votre compte
sur votre relevé de compte. Et bien là, l'idée, c'est de le rapprocher. Alors par exemple, si les 500 € sont apparus sur le compte, sur la première ligne du premier relevé que vous recevez dans l'année, c'est comme ça que, alors j'ai un petit module spécifique, hein, où là je dis tiens, ça c'est sur ma deuxième ligne, ça c'est sur ma troisième ligne, et puis ça c'est sur ma quatrième ligne. Cette écriture ne peut pas y être, puisque elle est le mois d'après, donc on va considérer que voilà, c'est pas rapprochable pour l'instant, en tout cas pas sur le même relevé, ou alors ça sera sur le deuxième relevé. Et comme ça, je vais pouvoir rapprocher mes écritures. Et il n'y aura de non rapprochés que les écritures, soit des chèques que vous avez envoyés qui n'ont pas encore été débités parce que votre fournisseur ne l'a pas encore encaissé, ou des chèques que vous avez, vous, de vos clients, que vous n'avez pas encaissé non plus. Et puis évidemment, tout ce qui est frais bancaires, etc. Bien pointé que tout ce qui se passe physiquement sur votre compte en banque, lorsque vous recevez votre relevé de compte, eh bien, a bien été comptabilisé et bien rapproché. Voilà. Ça rassure énormément votre comptable aussi, de savoir que tout est OK en regard de votre activité, de votre grand livre, de votre saisie comptable et de votre compte en banque physique envoyé par la banque. Voilà, on a fait le tour de vraiment les tenants, les aboutissants de la tenue de la comptabilité générale. L'enjeu, vous l'avez vu, c'est de choisir des bons comptes, à mettre les bons montants dans le bon journal. Mais enfin, vous avez vu, une saisie d'écriture, on n'a rien réinventé depuis 82. C'est un journal, une date d'écriture, un numéro de compte, un libellé, un montant en débit, un montant en crédit qui doivent s'équilibrer sur une même écriture, éventuellement une pièce pour rapprocher les choses et savoir sur quelle pièce comptable cela s'affecte. Dans le grand livre, on voit ici que j'ai mon lettrage et mon rapprochement qui interviennent. Et puis le compte analytique, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est pour classer en fonction de deux activités, par exemple, c'est des activités bien distinctes, et bien de pouvoir avoir deux comptes de résultats différents, deux balances différentes en fonction du code analytique choisi, de façon à bien voir quel est lequel des centres de profit que vous avez qui rapporte le plus ou qui coûte le plus. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention une fois de plus. Sur la vidéo qui est en dessous, je vais vous faire voir comment avec Solo vous pouvez quand même un petit peu automatiser tout ça et ne pas forcément mettre les mains dans la mécanique et le cambouis que cela représente que de saisir soi-même ces écritures en compta. On va voir comment on peut, à partir des factures elles-mêmes, valider tout ça en comptabilité générale. Merci et à très bientôt. Au revoir.